Bon, bah, merci à tous les deux d'être là pour cette dernière table ronde de la journée, donc, qui est intitulée Acteurs et nouveaux usages du spatial. Donc, nous avons Alexandre Chazelle, doctorant en droit spatial. Je vais le laisser après détailler plus précisément en quoi il consiste. Et donc, vous l'avez déjà vu, Baptiste Fournier de Space Locker. Je vais y arriver. Donc, on va peut-être commencer par une petite question. On a juste pour introduire le sujet, tu l'as évoqué tout à l'heure, le mot New Space. On va pouvoir le définir. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi le New Space? Comment est-ce que tu le définirais? On va commencer comme ça. Vas-y, commence. Du coup, je propose de faire une réponse nulle et après, il va répondre la bonne réponse. Un jour, il y a aux États-Unis un mec dans les années 2000 qui est arrivé, qui a donné beaucoup d'argent au gouvernement et qui leur a dit bon, laissez-moi faire, je m'en occupe. Après, là, le gouvernement américain leur a dit ok, cool. Et à la fin, ils ont acheté des fusées parce qu'ils s'étaient fait corrompre correctement. Et on a appelé ça du New Space, mais ça c'était juste de la corruption. Et après, il y a Elon Musk qui est arrivé. Et voilà. Et après, en France, on a dit oh cool, on va faire la même chose. Oui, je la connaissais pas, cette définition. Oui, sur la définition du New Space, en effet, il y a une idée de changement. Pour moi, ça commence aussi au niveau des années 2000 où on a un changement d'usage et de relation aux activités spatiales. On a la miniaturisation, on l'a vu, qui arrive et le réutilisable qui est vraiment ce qui mène à une baisse des coûts et à un renouvellement des acteurs en conséquence, des acteurs industriels, institutionnels et aussi internationaux. Donc on a de nouveaux États qui peuvent intervenir et qui vont être des, entre guillemets, puissances spatiales beaucoup plus modestes. Et ça va complètement redéfinir le rapport et la structure industrielle, où on passe à une logique qui était l'industrie lourde du satellite, du lanceur, à une logique aussi de service, et avec de nouveaux entrants, typiquement des nouveaux États, et comme le Luxembourg, qui peuvent intervenir sans une chaîne industrielle, une profondeur industrielle habituelle, et qui permet vraiment de remettre totalement les cartes. Donc oui, le New Space, c'est vraiment des nouveaux acteurs, des nouvelles manières d'aller dans l'espace aussi. C'est ça. Et pour moi, il y a aussi un peu de com dessus, parce qu'il y a le New Space, enfin, il y a 10 000... chaque fois, on réinvente un nouveau truc, donc c'est la nouvelle nouveauté de la dernière innovation. Bon, il y a aussi un effet mot, chercher la dernière terminaison. Il y a toujours... Le spatial, par définition, c'est de l'innovation. Donc si comme on dit, à chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation, il faut trouver un nouveau mot, c'est quand même compliqué, quoi. Je crois que c'était 2003 le Commercial Crew Launch Services. Je crois que c'est. Moi, je mettrais là le début ou au 3B, en gros. S'il faut poser des dates, moi, je suis dans ces eaux-là. Moi, je vois aussi le premier standard qui est posé sur les CubeSat et la miniaturisation, et ça match sur. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Ok, bon bah voilà, ça nous fait une bonne petite introduction à ce que c'est, parce que Oui, voilà, oui, c'est un ça petit va, peu le c'est thème pas du spatial, du New pas- Space. On a une bonne introduction avec de visio. C'est pas mal pour lancer le sujet. Ouais. Très bien. Et donc dans ce cas-là, donc on a commencé un petit peu à parler des nouveaux acteurs, des nouveaux entrants après tout ce qui était industrie lourde. Donc un petit peu aussi, si tu peux nous dire, voilà, je t'ai introduit comme doctorant en droit spatial, si tu peux nous dire un petit peu quelques mots sur ce que tu fais, et après nous parler de comment comment toi tu as pu analyser les relations avec ces nouveaux acteurs, ces nouveaux entrants dans cette industrie, et comment ça s'inscrit un petit peu dans le cadre aussi de ta thèse, entre autres. Avec plaisir. Alors du coup, moi je m'appelle, bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Alexandre Chazelle et je suis doctorant en droit des activités spatiales et j'ai été financé jusqu'à janvier par le CNES HR Service, donc du coup que je remercie pour le soutien qu'il m'a apporté à mes travaux. Et en effet, je fais une thèse sur le droit des activités spatiales qui est un peu un... Les gens me regardent en général, on me dit mais tu fais vraiment du droit de la Lune? Et en effet, oui, ça existe et il y a une activité de régulation des orbites qui est vraiment beaucoup plus prégnant, l'allocation des fréquences, la sustainability, on en discutait à l'instant, la gestion des débris et aussi des questions qui sont plus un peu de la science-fiction. C'est moins le juriste coûte moins cher que l'ingénieur en général, donc nous on peut réguler la Lune ou essayer de fixer une heure sur la Lune, c'est moins compliqué, c'est un acte de l'esprit. Et on peut beaucoup arriver à traiter des questions d'exploration spatiale, d'appropriation des ressources, de construction d'une base sur la Lune. C'est moins cher de faire des accords Artemis pour se projeter sur la Lune et s'annoncer comme une puissance lunaire ou martienne que d'achever le programme Artemis et de trouver les 60 milliards ou les 100 milliards de dollars. Donc on est un peu moins cher. Et donc du coup, ma thèse, c'est un peu ça correspond exactement au thème. Donc encore merci de l'invitation, merci à Clara de sa confiance. Ma thèse, c'est vraiment aussi, ça correspond à ce changement d'acteur.
Donc c'était la deuxième partie de la question, c'est ça? C'est ça. Donc ces nouveaux acteurs, pour moi, j'avais commencé un peu à le dire. Alors moi, je vais plutôt l'avoir sur un aspect régulation et que d'un aspect industriel technique. Ça, tu liras beaucoup mieux que moi. Mais moi, ce qui change beaucoup, c'est la structuration de ce marché où on va avoir une logique de service. Une imprégnation auprès des législateurs. Donc nous, les juristes, on n'est plus du tout monopole. On voit que ce New Space s'accompagne avec une nouvelle écriture du droit. Par exemple, ce sera des écritures techniques, la montée de la normalisation technique, des standards, comment est-ce que ce sera l'IADC, donc qui est un groupe de travail technique interagences qui ont fait émerger des normes anti-débris, comment est-ce que l'ISO remplace un peu petit à petit l'ONU, et également de nouveaux acteurs. Les acteurs aussi structurants, comme les entreprises, comment est-ce que Airbus va pouvoir structurer toute une chaîne de valeur en la responsabilisant, en faisant monter des bonnes pratiques, et également de nouveaux acteurs institutionnels, politiques, des jeunes agences, par exemple Laser Cosmos. Il y a eu un accord avec l'Ouzbékistan, Cosmos. Donc vous voyez, on a de nouveaux acteurs, de nouvelles réglementations, et là on est quand même assez surpris. Et donc du coup, c'est vraiment c'est ça qui apparaît aussi. Ok, très bien. Donc là, si je résume un petit peu pour ceux qui nous suivraient, donc il y a ce côté, tu as étudié ces nouveaux acteurs et comment arriver en lien avec les acteurs institutionnels. Et donc on a aussi Baptiste qui fait donc partie de ces nouveaux acteurs et qui fait partie des potentiels nouveaux arrivants que tu as pu étudier, en tout cas qui s'inscrivent dans le cadre de tes recherches. J'aurais donc une petite question pour parler de la technique. On l'a juste évoqué rapidement lors de la première table ronde, donc question plutôt pour Baptiste. Qu'est-ce que c'est Space Locker au niveau des produits que vous proposez? On l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, et là ça peut être intéressant de voir quels sont vos produits, qu'est-ce que vous visez comme activité, et un petit peu votre planning de développement pour les années à venir. Ouais, alors on va dans l'espace parce que nos clients vont dans l'espace pour mettre des capteurs. Ils mettent des télescopes, ils mettent des antennes, ils mettent des télescopes particuliers qui prennent des photos thermiques, enfin bref. Souvent pour observer la Terre. Ils vont là parce que les drones ne sont pas une solution, parce que les avions ne sont plus une solution, parce que voilà, tout ce qu'ils auraient pu faire d'autre qui ne coûtait pas des millions d'euros n'était plus une solution. Donc ils utilisent cette solution-là parce qu'elle est globale et permanente. À accéder à l'orbite, il y a un problème de coût, il y a un problème de capital, il y a un problème de connaissance et un problème de délai. L'accès à l'espace aujourd'hui est beaucoup moins coûteux, notamment grâce à SpaceX, qui a coupé le prix du lancement au kilogramme. Ça, c'est une première partie du coût. Une deuxième partie du coût, c'est que, j'en parlais un peu tout à l'heure, pour pouvoir amener un capteur dans l'espace, il faut lui donner à boire et à manger, il faut mettre des panneaux solaires et des batteries. Ce coût de plateforme, c'est un coût qui n'est pas adressé par la réduction du coût du lancement. Donc, premier effet, chez Space Locker, on prend les capteurs et on les met sur des plateformes mutualisées. Ça veut dire que nos clients possèdent du matériel, possèdent des télescopes, possèdent des antennes, mais ne possèdent pas le morceau de satellite qui va leur donner du courant. En fait, on s'en fout. La partie intéressante, c'est la partie qui prend les photos. Le reste, magnifique, très bien. On met un compteur électrique, bonne journée. Et donc cet enjeu d'opérateur de satellites partagés, c'est de permettre à nos clients d'accéder à l'espace sur des missions qui ne sont pas les leurs, que ce soit parce qu'ils les partagent avec plusieurs de nos clients, ou que ce soit en tant que passagers clandestins, on appelle ça du hosted payload, de la charge utile partagée, de la charge utile hébergée, donc en hosted payload sur le satellite d'opérateurs tiers. Donc quand Eutelsat lance OneWeb. OneWeb, c'est des centaines de satellites. Il y a de la place sur ces satellites. Aujourd'hui, ils sont compacts, ils sont très optimisés, mais il reste un peu de place. Quand Iridium Next a été lancé, ils avaient mis, alors j'ai plus les masses en tête, mais je crois que c'est une vingtaine de kilos de masse supplémentaire, d'une mission secondaire. À l'époque, ce n'était pas du tout commercial. Nous, ce qu'on vise à faire, c'est d'amener ce type de ressources supplémentaires sur le marché, permettre à nos clients de se positionner dessus. Et quand vous avez 1, 2, 10, 50 capteurs à envoyer dans l'espace, pas acheter 50 petits satellites peu fiables qui vont être faits à la chaîne et qui vont demander beaucoup de coordination, mais profiter du fait qu'il y ait déjà 50 satellites d'une constellation d'observation de la Terre ou de télécom sur lesquels vous pourrez être hébergé. Donc ça comprend vraiment deux types de produits. Soit on vous contacte en disant il nous reste de la place sur un satellite, essayez de nous trouver quelqu'un qui pourrait se rajouter au projet, ou alors carrément un satellite, on va dire un petit peu plus le vôtre, où vous mettez un ensemble de charges utiles de plusieurs clients. C'est ça, mais c'est pas du tout, je raconte des trucs qui sont en pratique dans l'industrie depuis 20 ans. Hein. D'accord. Les satellites partagés, Loft Orbital, ils ont levé 100 millions d'euros. Et aujourd'hui, ils font de la constellation de satellites partagés, plutôt pour des clients, avec un marché un peu différent du nôtre.
C'est une idée qui existe depuis des années. Et les hosted payloads, c'est sur des géostationnaires. EGNOS, c'est de la hosted payload. EDRS, c'est là aussi. Alors, je me mets à donner des noms, les gens sont perdus, ça, je vais m'arrêter là. Mais voilà, c'est une pratique très courante, en fait, la charge utile hébergée, mais pas du tout commerciale. Vous voulez accéder à de la hosted payload sur un géo, à qui vous envoyez un mail? Nous, on fait ce travail de patte blanche, de coordination avec les acteurs, les opérateurs, les industriels, pour rendre ce service-là commercial. D'accord, donc tu en parlais lors de la première table ronde, l'histoire de l'Excel qui vous permet de vous dire ok, notre solution est viable. C'était vraiment cette analyse vous aviez de l'existant à analyser et vous dire ok, donc en fait ça existe déjà, mais il y a un moyen de rendre la chose plus commerciale qu'elle n'était. D'accord. Et donc tu as commencé à parler des différents types d'orbites. Là, je pense que c'est une question que vous pouvez répondre un petit peu tous les deux au niveau des enjeux de ces différentes orbites. On a pu comprendre que l'orbite basse était particulièrement convoitée ces dernières années. L'orbite géostationnaire est peut-être la plus connue des personnes en général, mais voilà, maintenant il y a différents types de charges pour différentes orbites avec différents lanceurs. Voilà. Est-ce que vous pourriez clarifier peut-être un petit peu tout ça voilà. Parce qu'il y a de nombreux enjeux en fonction aussi des orbites. Oui, alors moi je vais répondre plutôt d'un point de vue SHS, donc sciences sociales. Bon, il y a à peu près 3 orbites principales, on peut les classer. Il y a Léo, Méo et Géo, géostationnaire, tu valides. Et en soi, on a vraiment une régulation où historiquement, là où il y avait des problèmes, c'était le géostationnaire. C'est que, évidemment, c'est là où il y a le plus de valeur. Donc il y a une limitation et une inégalité par rapport à cet accès à l'orbite. Si on prend une inégalité qui est géographique, mais également temporelle, c'est-à-dire que des États aujourd'hui n'auront pas les mêmes moyens et des puissances de demain. On peut penser par exemple au Nigeria, le Kenya, qui sont des puissances spatiales en devenir, qui en 2050, 2100 auront besoin de ces ressources, pourraient se voir ces positions orbitales bloquées par une appropriation de puissance, par exemple plus modeste, une puissance spatiale plus modeste et qui prendrait des places dès le début. Et c'était tout l'enjeu dans les années 80-90 avec un début de la course et l'appropriation de ces positions orbitales, avec un principe de l'Union internationale des communications, donc c'est eux qui gèrent cette appropriation des orbites, qui est premier arrivé, premier servi. C'est l'article 9 du règlement des radiocommunications. Bon, c'est un truc qui est un peu habitable, donc il fait 200 pages, personne n'y comprend rien. Pour 20 articles, enfin, je vous laisse imaginer le truc, c'est un truc que d'un G. Donc là, il y a eu un premier enjeu. Et on a un nouvel enjeu qui commence à arriver, qui est la question des débris sur les autres orbites. Donc sur du MEO, je parle sous le contrôle des ingés, il n'y a pas encore tellement de problématique, mais c'est surtout avec le fameux syndrome de Kessler, donc qui est, vous tapez un débris, ça en fait 2, 4, 8, et c'est exponentiel. On commence à contaminer les orbites, et qui sont beaucoup plus les orbites proches, avec des manœuvres d'évitement. Une manœuvre d'évitement, ça coûte extrêmement cher, faire en sorte que l'ISS évite un satellite Starlink, que la station Cheng chinoise évite des satellites ou des débris. On a de plus en plus de problèmes avec des statistiques qui sont quand même extrêmement froides et effrayantes, qui nous disent que le syndrome de Kessler a déjà commencé et que certainement qu'il faudra déporter des constellations, ou repenser les constellations sur d'autres orbites pour arriver à éviter ces éléments-là. Donc pour moi, c'est ces deux enjeux-là qu'on voit, c'est la question de l'appropriation et du partage équitable de ces ressources. On a des pays comme l'Équateur, Équateur ou Colombie, des États qui disent que carrément ça fait partie de leur souveraineté nationale et que c'est assimilable à leur espace aérien. Bon, en termes de droit international, c'est un peu tendu, leurs juristes doivent travailler quand même beaucoup, ou pas beaucoup, mais en tout cas, il y a beaucoup de boulot. Question de la gestion de ces débris et de ces orbites, et comment arriver à le faire dans un cadre international. Enfin, je rebondis sur ton appropriation de l'orbite. Tu parles d'appropriation de l'orbite, c'est aussi l'appropriation du spectre. On parle de guerre de l'eau, par exemple. Les guerres de l'eau, l'exemple du Nil est un exemple intéressant sur ça. Vous avez l'Éthiopie qui me fait un barrage et qui dit à l'Égypte, tu vas faire quoi? Je suis en amont. Le spectre a cette chose particulière, le spectre électromagnétique, donc les fréquences ont cette chose particulière que si je brouille quelqu'un, il me brouille aussi facilement. Et donc ça fait partie des rares trucs où il y a une agence de l'ONU qui sert à quelque chose. Parce qu'il n'y a pas le choix, parce que sinon il y a un blocage complet. Donc s'il n'y a pas une coordination, l'ITU fait ce travail de coordination, il y a un blocage complet. Mais aujourd'hui, les régulations sur le spectre, je t'en parlerai beaucoup mieux que moi, ont cette logique de premier arrivé, premier servi. Donc ça veut dire que y a une, je vais dire des gros mots, mais il y a un effet d'impérialisme, notamment américain, sur le spectre électromagnétique en orbite basse, au travers de constellations comme Starlink. Absolument, tu me tends une perche magnifique, mais il y a vraiment une guerre à l'orbite et à la prise de position. Si on prend si on prend Iris Square au niveau de l'Union européenne, si on prend
Starlink. Les logiques là, on a une logique dans un premier temps économique où il faut construire une constellation, faire une connectivité sécurisée. Dans un second temps, on a l'appropriation de ces orbites à des fins futures. C'est que le premier arrivé, c'est le premier servi, et que si on maintient la position orbitale pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans, 60 ans, une position orbitale proche, utile, ça vaut une fortune. Et ça, aujourd'hui, que le satellite émette quelque chose d'utile ou de complètement inutile, l'UIT ne regardera pas. Donc absolument, on a vraiment cette guerre de l'orbite. Et en plus, il y a un élément technique en plus, c'est qu'il y a la clause du grand-père en termes de radiofréquence. C'est que celui qui émet depuis le plus longtemps a une priorité sur le plus jeune. Ce qui fait que des vieux satellites géostationnaires, en fait, j'ai fait un raccourci. Ouais. J'ai fait un raccourci, mais en fait, il n'y a pas de gestion, il n'y a qu'une gestion indirecte des positions orbitales. C'est à travers les signaux de contrôle. C'est à travers les télécommunications. On contrôle un satellite et c'est l'Union intersatellite de télécommunications qui va allouer une fréquence de contrôle d'un satellite et indirectement pouvoir gérer l'appropriation de ses ressources spatiales. Donc de fait, c'est l'Union intersatellite de télécommunications qui gère. Et il y a cette logique d'appropriation et pour moi, c'est dramatique, c'est dans cette logique-là. Mais le problème, c'est qu'on ne pourra jamais faire mieux en termes international. C'est beaucoup trop dur de s'entendre aujourd'hui là-dessus. On n'arrive pas à s'entendre sur le réchauffement climatique. Alors imaginez de s'entendre sur un sujet extrêmement technique et encore plus lucratif que l'appropriation des ressources, enfin pas des ressources hertziennes. Alors là, c'est très très compliqué. C'est vraiment un vrai défi. Peut-être pour nuancer ça et peut-être donner des éléments. Alors, désolé, on est vraiment parti dans un débat de spécialistes. On va se faire rattraper après par Antoine, je pense. Pour donner quelques éléments supplémentaires, tu parlais de l'occupation de l'orbite basse. Les vues d'artistes des débris en orbite basse donnent des sphères. Attention à ces vues d'artistes. Je pense qu'il faut être très vigilant sur l'image mentale qu'on a des débris en orbite basse. On parle pas il faut vraiment avoir plutôt une idée de nuages qui se promènent, très 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 diffus. Et donc on parle de problématiques, j'ai un risque à 1 chance sur 1 milliard qui devient 1 chance sur 1 million. C'est fois 1000, mais ça reste très faible. Okay, jusque quand je perds un satellite à 300 millions d'euros, ça fait beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que l'orbite basse n'est pas uniformément occupée. Il y a des lieux dans l'orbite basse qui ont beaucoup de valeur, notamment les orbites héliosynchrones, vous regarderez sur Internet, qui sont des orbites d'observation de la Terre, qui ont beaucoup de valeur et qui sont très 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 chargées. Ces orbites-là sont un autre objet, c'est les plans orbitaux de constellation. Quand on parle d'un syndrome de Kessler, on a l'idée globale, mais on a aussi un effet local de syndrome de Kessler. Si je bute un Starlink, tout le plan est effacé. Parce que, en fait, la séparation fait que peut-être que ce satellite ne crée pas une exponentielle dans l'orbite basse complète. Il y a un certain espace entre les satellites. Par contre, ce qui est certain, c'est que tout ce qui va le croiser au pôle, donc à l'intérieur de la constellation Starlink, va se manger un boulon. Et donc, ces syndromes de Kessler catastrophiques qu'on peut imaginer, ils ont aussi des versions plus locales qui sont à mettre en perspective d'armes anti-satellites et du fait qu'avec un missile anti-satellite, on peut, par exemple, bloquer un plan complet et donc avoir des effets très importants de l'autre côté. Voilà. On est parti très loin, désolé. Non, mais c'est très intéressant. Donc, de ce que tu décris, c'est un petit peu le Far West. Premier arrivé, premier servi pour l'instant. Il y a et en plus, c'est pas seulement sur la position, mais aussi sur les échanges. Donc, pour reparler un petit peu du spectre, entre les échanges entre donc la Terre et ses orbites. Donc, c'est pas uniquement une histoire de position, mais aussi au niveau des fréquences entre les deux. Donc, voilà, c'est un petit peu sur ces deux plans. Alors, on parle des orbites. Pourquoi est-ce qu'on se met plutôt à des orbites basses? Pourquoi est-ce que c'est autant convoité? Voilà, on pense aux télécommunications, tout ce qui était Starlink. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts à être vraiment présent en orbite basse par rapport à d'autres? Enfin voilà, un petit peu quels sont tu parlais des capteurs qui peuvent être mis, des différents capteurs, que ce soit un télescope, que ce soit un appareil photo ou autre. Voilà, un petit peu pourquoi est-ce que c'est autant convoité et pourquoi est-ce qu'une puissance pourrait avoir tout intérêt à se dire je veux être là maintenant, sinon je vais perdre des créneaux. Au choix. Ouais, je vais donner 2 exemples. L'exemple du géostationnaire. Donc on a une orbite qui est très loin, qui est à 36 000 km de la Terre, sur laquelle on met un souvent gros satellite et qui a le bon goût de faire un tour d'orbite en 24 heures, donc faire un tour d'orbite en 1 jour, et donc en fait depuis la Terre, rester fixe dans le ciel. C'est ce qui permet aux paraboles sur vos balcons de ne pas bouger. La parabole elle est pointée vers un satellite et comme la Terre tourne, le satellite tourne, la parabole ne bouge pas. Donc le géostationnaire a vraiment un vrai intérêt parce que concrètement si on veut faire de la télé, on se met en géo point barre. Le problème de ça, c'est que si les zones peuplées du monde, par exemple, sont globalement autour de 0 degré de longitude.
Parce qu'on a l'Europe de l'Ouest, on a une partie importante de l'Afrique de l'Ouest qui a beaucoup de population. Donc si on veut faire de la télé en Europe, Maghreb, Afrique de l'Ouest, en fait on a -5 plus 5 en termes de position orbitale. Un peu plus, mais pas beaucoup. Et donc ça veut dire qu'on a 10 positions, pour beaucoup plus que 10 pays. Donc comment on fait pour répartir cette ressource-là, qui est très raréfiée, entre beaucoup d'acteurs? Alors, on s'arrange, mais c'est une vraie problématique. En orbite basse, je parlais des orbites héliosynchrones. Pour l'observation de la Terre, c'est un lieu très particulier. Vous avez une formule avec une courbe qui relie angle et altitude. Il y a un cercle, entre guillemets, une espèce de donut dans lequel, si vous voulez faire de l'observation de la Terre de jour pratique, vous mettez là, point barre. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'observation de la Terre de jour pratique. Donc pareil, conflit, allocation du lieu. Et donc sur ces orbites-là, c'est là où vont les fusées Starlink, les fusées SpaceX transporteurs. Vous avez peut-être vu ces lancements-là. Elles vont là, 500 km SSO. Il y a beaucoup de monde. Oui, alors sur la question pourquoi cette course aussi, cette nouvelle course aux fréquences basses, moi je ne suis pas ingé, donc du coup je n'ai pas la prétention de pouvoir y répondre techniquement. Ce que je vois, c'est qu'institutionnellement, il y a cet aspect à la course à la position orbitale, c'est que c'est un investissement sur du long terme pour les États. Sécuriser une fréquence, même si c'est pour un talkie-walkie ou un iPhone qui garde une position, l'UIT, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne regardera pas la qualité, et dans 200 ans, si l'iPhone émet toujours, et qu'on a fait ses papiers à temps, on pourra mettre un satellite à sa place qui aura une valeur. On ne sait pas ce que c'est, de quoi ça sera fait demain, mais en tout cas, on aura la priorité là-dessus. Et si on peut parier sur une chose, c'est sur l'immobilité des juristes. Et donc, a priori, là, on pourra avoir une certitude sur le long terme. Ensuite, je crois qu'il y a un élément, mais je parle sous ton contrôle, un élément aussi technologique où, avec tes constellations, d'un point de vue militaire, par exemple, on va avoir une résilience qui sera beaucoup plus efficace. On parlait d'ASAT. Bon, évidemment, je vois des étudiants ici, ne faites pas d'ASAT, c'est interdit. Donc, c'est des missiles anti-satellites. Mais s'il va y avoir un conflit... parier sur une constellation, on a une meilleure résilience, donc on a un renouveau technologique qui permet d'ouvrir de beaucoup de nouveaux usages. Et en effet, la constellation offre ces éléments. Si on veut faire de la télécommunication, on arrive à avoir un maillage beaucoup plus fin avec du Starlink, donc avec de la redondance toujours et des débits beaucoup plus importants parce qu'on est beaucoup plus loin, et une solidité, une résilience de ces constellations beaucoup plus importante. Donc voilà, renouveau des usages aussi. Très intéressant. Alors j'aurais une dernière question pour toi avant de préparer vos questions dans la salle. On va venir vers vous juste après. Donc tu l'as évoqué très rapidement tout au début au niveau de la présentation. Tu parlais des accords Artemis, parce que pour l'instant on a vu que c'était un petit peu le Far West, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a quand même une volonté de certains pays, pas un pacte de non-agression, mais de partenariat pour que ça se fasse de manière un peu plus civilisée, tout ça. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus Oui, absolument. Bon, j'ai un cours de 12 heures là-dessus, mais on va éviter d'aller trop loin. Alors, Far West dans l'espace, oui et non. Far West... peut-être aujourd'hui, mais il y a vraiment une logique de droit international qui le structure. On a le traité de 67 qui est vraiment la base, on parle de la constitution de l'espace, et qui pose les grands principes, usage pacifique, de l'espace extra-atmosphérique, principe de non-appropriation à nuancer, principe d'immatriculation, de responsabilité en orbite. Donc on a vraiment un élément, on a un cadre aujourd'hui, et le traité de 67 est un grand traité. C'est une des réussites des juristes du XXe siècle, hein, c'est que c'est un traité qui était très complexe. Les États-Unis et l'URSS se sont accordés par un miracle, c'est un terme qui est utilisé dans la doctrine, on parle de miracle de 67, mais qui aujourd'hui commence face à des velléités plutôt commerciales. Je ne sais pas si on est aligné sur la technique quand on parle d'appropriation des ressources de space mining. Bon, moi, quand je parle avec des ingés, ils sont plutôt dubitatifs, mais en tout cas, ils nous posent ces problèmes de régulation et qui arrivent là. Et en effet, on arrive à des limites où, quand l'article 2 du traité 67 dit non-appropriation, si on fait une interprétation stricte de ce traité, prenez le caillou, a priori, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais on va avoir des évolutions d'interprétation qui vont être de plus en plus dynamiques et qui vont permettre de changer cette logique-là. Donc ce traité-là, par sa souplesse, permet d'évoluer et de répondre à ces nouvelles pratiques. Alors aujourd'hui, la question insidieuse que je devinais, je crois que c'était encore une perche tendue sur mon sujet de thèse, qui est en effet sur les accords Artemis, on a une forme de restructuration du droit de l'espace, et rapidement, en fait, on a l'inversement de cette logique où avant c'était du droit international entre les États et c'était une affaire de diplomates.
Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sera plus uniquement les diplomates qui vont régler ces affaires-là au niveau de l'ONU, mais on va avoir une affaire beaucoup plus de commerciaux, ça va être des ingénieurs dans les comités de normalisation, on va aller à l'IAC, on va aller dans les comités techniques à Vienne sur l'extraction, sur la durabilité, où ce sera vraiment des comités techniques, où ce sera, qui se répercuteront ensuite dans la législation nationale, qui ensuite se répercuteront sur le droit international. Donc on a une inversion de la logique où c'était vraiment du droit international qui descendait vers les États, et en fait aujourd'hui on a un droit international qui émerge. Et les accords Artemis correspondent à ce calque où on va avoir les États-Unis qui, au nom de velléité, aller sur Mars, aller sur la Lune, bon, ok, on va pouvoir parler d'appropriation, d'extraction des ressources, et en fait ça correspond à ces besoins aussi qui sont ceux des entreprises qui émergent. Donc on a une restructuration par bloc d'entreprises, une régionalisation, même qui est un peu à nuancer, mais je pourrais développer un peu plus. Mais... Du coup, tu parles des États-Unis, mais ces accords, c'est combien de pays? Alors, quels sont les acteurs pour l'instant? Il y a l'Europe, Oui, alors aujourd'hui, on a une trentaine d'acteurs. On a 39 acteurs. Cette semaine, c'est la Slovénie qui a signé. En gros, on a tout le monde sauf la Russie et la Chine. Mais ce qui est un peu hypocrite de la part de la Chine et la Russie, c'est que le besoin juridique de l'ILRS, donc qui est le programme un peu concurrent des Chinois, sur leur part d'appropriation, eux aussi veulent poser une base sur le pôle sud. Donc, comment est-ce qu'on pose une base sans s'approprier le sol? Il faut rénover le principe de non-appropriation. Et qu'on soit chinois ou américain, le problème est le même. Donc moi, c'est ce que j'aime bien faire. Il y a une question, pourquoi est-ce que la Chine ne signe pas les accords Artemis, qui rapidement fait des grands progrès sur la question de l'appropriation? S'ils ne le signent pas, c'est pour des questions politiques, mais juridiquement, ils ont les mêmes besoins. D'accord. Donc c'est une politisation. On a déjà pu balayer quelques aspects, à la fois de tous les acteurs, les orbites, et aussi au niveau du droit, les enjeux qu'il peut y avoir pour tous ces objets dans l'espace. Alors je ne sais pas si on a déjà des questions dans la salle. Ah. J'arrive. J'aurais une question en termes de droit spatial. Donc vous parlez beaucoup en termes de nations, de pays, mais on a de plus en plus finalement d'entreprises elles-mêmes qui y vont. Et par exemple, on va prendre un exemple classique, supposons que Starlink soudainement fait faillite, ces satellites, ils restent, donc qu'est-ce qu'on fait, comment on s'en occupe en termes de droit? Alors il y a un principe qui est bête, c'est qui lance est responsable. Et le problème, c'est qu'un satellite a un débris en puissance et que l'espérance de vie d'un débris, c'est en centaines, voire milliers d'années. Et que les êtres juridiques qui survivent le mieux, une entreprise est faillite, comme tu le disais, mais les États, c'est ce qui dure le plus longtemps. Donc, a priori, ce sera toujours l'État de lancement qui sera responsable. Donc, admettons, demain, Elon Musk fait un AVC, et on se rend compte que c'était un montage fiscal et que tout s'effondre et qu'en 2026 Starlink, SpaceX, Tesla, tout ça n'existe plus et que tous ces satellites sont en orbite et que plus personne ne les veut. Bon, il y a quand même beaucoup de si, mais là-dessus, ce serait les États-Unis qui seraient responsables in fine si on fait tous les si dans un scénario catastrophe. D'accord, mais théoriquement, l'État peut dire c'est l'entreprise, moi je ne suis pas responsable et non, elle est obligée. Non, impossible. En fait, le droit a été construit pour dire on veut trouver quelqu'un de responsable. Donc le droit, de toute façon, aura une logique téléologique. Donc ils ont un objectif, et là, c'est trouver quelqu'un de responsable et qui paiera. Et de toute façon, il y a une obligation d'assurance, en plus. Ouais. Peut-être pour compléter sur ça, parce que moi, j'ai le malheur d'être un opérateur satellite. Alors, faut pas le dire comme ça, parce que je suis pas un opérateur satellite, sinon le CNES va venir me taper. Bref. Il y a un flou. Les opérateurs satellites, les vrais opérateurs satellites qui contrôlent un satellite et qui sont responsables pour l'évitement en France, doivent avoir une responsabilité civile de mémoire de 60 millions d'euros sur les dommages. On couvre une certaine franchise. Ça, c'est en fait, comme le CNES est le dernier recours en cas de problème, l'État français demande à l'Agence spatiale française de contrôler la qualité de ce qui part, de contrôler la fiabilité de ce qui part. La loi sur les opérations spatiales qui a été passée de mémoire sous Sarkozy. Ouais. Ceux qui n'entendent pas 2008. Voilà. La loi sur les opérations spatiales qui a été refondue l'an dernier oblige les acteurs français, les opérateurs français et les lanceurs français à des niveaux de contrôle et de qualité qui sont très supérieurs aux usages dans d'autres pays. Et donc l'État français est responsable à la fin, mais l'État français ne se laisse pas faire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Varda Space, qui est toujours une start-up américaine, avait tiré une capsule de rentrée atmosphérique sans avoir fini les papiers pour avoir la licence de retour,
ils se sont fait allumer. Et donc juste, je rebondis là-dessus. Mais si, par exemple, dans un futur proche ou lointain, on arrive plus facilement à lancer des satellites, par exemple, on en lance depuis le centre de la mer où il n'y a pas de, finalement, où il n'y a pas vraiment de pays qui sont responsables. Oui, mais en fait, un missile, c'est une fusée. Une fusée, c'est un missile. Oui. Le jour où tu as une fusée orbitale, tu as forcément un État derrière. Et si tu n'as pas un État derrière, tu as tous les États du monde qui veulent ta peau. D'accord. Donc en fait, non, je suis désolé, le scénario que tu décris n'existe pas. Par contre, après, tu peux avoir un État voyou, tu vois. Et après, c'est la problématique du monsieur à gauche. Mais techniquement, ce que tu décris ne marche pas, en fait. Ok. Merci. Dans un scénario purement théorique, je suis d'accord que matériellement c'est complètement impossible d'imaginer ça. Là, c'est des technologies qui sont trop sensibles, parce que c'est la balistique qui ont en fait lancé une fusée, c'est lancer un missile nucléaire. Donc les gens aiment assez peu. Donc mettons, vu de l'esprit, il y a un mec qui arrive du fin fond de l'océan, au niveau des Mariannes, à faire un bateau, il arrive à le faire. Dans tous les cas, on aurait un rattachement, l'État trouverait en inversement, on dirait la nationalité, l'immatriculation du bateau. Et de toute façon, on dirait, il y aurait forcément quelqu'un qui aurait un intérêt. Et en fait, le droit n'est jamais qu'un instrument. Si on veut trouver un responsable, on le trouve. Bonjour. Alors moi, on a pu énoncer donc les États qui sont signataires des lois Artemis, c'est ça. Moi, j'aimerais poser la question sur la légitimité des États, parce que y en a qui sont pas du tout dans l'espace. Donc, est-ce qu'ils ont la même légitimité que les autres? Est-ce qu'ils ont le même poids, la même influence? Enfin, voilà, par rapport à tout ça. Alors ça, c'est une excellente question. Ça, c'est le chapitre 6 de ma thèse. En fait, il y a vraiment une inégalité entre les États. Si on prend Ouais, c'est ça. En fait, on a beaucoup de pratiques de papier et de déclaration. C'est que tous les États se revendiquent comme des puissances spatiales. Mais bon, admettons un pays qui est entre l'Allemagne et la France et un peu au sud de la Belgique, se revendique comme une puissance spatiale. Bon, c'est une puissance de papier. Et on va avoir en termes de logique industrielle et d'assurance, c'est très compliqué, à mon sens, d'avoir cet élément-là. Et en fait, on va avoir, sur cette écriture du droit, ces accords Artemis, on a cette logique d'écriture du droit qui se fait, on appelle ça un processus coutumier, et on va dire il faut un seuil d'États qui sont pertinents. Et là, c'est vraiment une limite du droit international aujourd'hui, c'est que l'écriture du droit se fait avec des absents, et énormément d'absents. C'est qu'aujourd'hui, le droit se fait par ceux qui ont la puissance spatiale, donc les puissances spatiales. Et si on prend l'antériorité du droit de la mer, dans les années 80, on a eu la question de l'appropriation des fonds marins, bon, ça a capoté, mais on a eu un axe États-Unis-URSS pour dire non, mais on a eu un axe nord-sud, le nord contre le sud, et c'est exactement ce qu'on a retrouvé, ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est qu'on a les puissances spatiales qui écrivent un droit pour demain, mais qui ne représentent qu'une minorité de l'humanité. Si on prend États-Unis, Chine, Russie, les principales puissances spatiales, la France aussi, en est une, on n'est pas majoritaire. Même si on a des puissances spatiales comme l'Inde qui commencent à affirmer, il y a un vrai problème de légitimité sur le droit qui se fait aujourd'hui dans son écriture. Ça, c'est le processus coutumier, mais c'est un peu long à expliquer, mais l'idée, c'est que c'est vraiment inégalitaire. Je suis absolument d'accord. Tu voulais dire un truc Ouais, je voulais rebondir sur le Luxembourg, parce que tu les nommes pas, mais c'est le Luxembourg. Il y a une nuance un peu sur le Luxembourg, qui est qu'en fait, c'est une puissance spatiale, entre autres, à cause de l'OTAN. L'OTAN a des pourcentages de dépenses. Le Luxembourg, ils sont 4. Donc il fallait qu'ils trouvent un truc où il fallait pas beaucoup de monde pour dépenser beaucoup de PIB. Et donc ils se demandent, okay, on va faire des satellites. Et donc en fait, c'est une puissance spatiale importante d'un point de vue juridique, assurantiel, financier et observation de la Terre et télécom dans l'OTAN, enfin dans l'Ouest, même si oui, ils n'ont pas de lanceur. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je vais rebondir sur un point dont tu parlais. Tu disais que l'État français contrôlait énormément ce que vous voulez faire comme produit. Comment ça se passe? On a parlé un petit peu de certification lors de la table ronde précédente. On connaît un petit peu au niveau de l'Europe. Voilà, il y a la CS23 pour les petits avions. Comment ça se passe pour le spatial? Il me semble que c'est plutôt de la qualification que la certification. Ou comment, enfin, voilà, est-ce que, à la fois au niveau du droit, à la fois côté opérateur, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on envoie un produit en monte pas de blanc? Il y a deux trucs un peu. Quand vous montez dans un avion, vous avez vous êtes un consommateur et il n'y a aucun moyen qu'on puisse vous dire vous preniez la responsabilité de monter dans un avion, vous auriez dû savoir qu'il ne marchait pas. Il y avait notamment eu cette défense sur le sous-marin qui a explosé à côté du Titanic l'an dernier.
Donc quand vous montez dans un avion, l'État, enfin la collectivité, a pris pour vous la responsabilité de faire en sorte que l'avion ne vous tue pas. Quand vous montez dans une fusée, le mec qui vend la fusée, il sait ce qu'il vous vend, il sait ce que vous mettez dedans, et on parle entre égaux, entre guillemets. Et donc la logique de régulation et de qualification n'est pas du tout la même dans l'industrie spatiale et l'industrie aéronautique. Alors là, je vais me mettre à parler un peu de l'industrie aéronautique, j'y connais pas grand-chose. Donc on va s'arrêter. Les gens dont c'est le métier dans la salle, ça m'intéresse que vous me corrigiez. De ce que je comprends, la régulation aéronautique, vous avez un standard, vous rentrez dedans, magnifique, vous rentrez pas dedans, bonne journée. Parce que le but, c'est que tout le monde soit à un niveau minimum d'assurance pour que le consommateur, au final, n'ait pas peur et puis continue de prendre l'avion. Dans les fusées, on s'arrange. Ce que veut le mec qui fait la fusée, c'est que vous ne fassiez pas exploser sa fusée. Ce que vous voulez de sa part, c'est qu'il ne fasse pas exploser votre satellite. Et ce que tout le monde veut, c'est que le régulateur les embête le moins possible. Mais en fait, quand vous faites de la qualification et que vous faites de la vérification de votre système, une partie importante de votre travail, c'est pour vous assurer à vous-même et assurer à votre client que ce que vous avez fait, ça marche. Et ensuite, assurer aux gens qui vont avoir un risque à cause de vous, pour faire leur boulot, que leur truc ne va pas casser à cause de vous. Mais une partie importante du travail de qualification, quand on fait de la vibration, quand on va dans les chambres vides thermiques, les énormes cuves, quand vous allez chez Thales ou chez Airbus, c'est très impressionnant à voir. Vous avez des espèces de cocottes minutes qui font 20 mètres de diamètre dans lesquelles on fait le vide, et genre il fait moins 200, c'est stylé. Ces trucs-là, on les utilise principalement pour faire en sorte, pour vérifier que le satellite marche. Mais il n'y a pas vraiment une loi qui à la fin dit il faut que tu aies fait tel test. Il y a des standards, on s'est mis d'accord dans l'industrie pour tester tous de la même manière. Le CNES, du coup, parce que la loi sur les opérations spatiales vérifie qu'on fait ça, mais on peut souvent s'arranger. Alors, le monsieur à gauche n'est pas d'accord. On va laisser répondre. Non, mais absolument, je suis d'accord sur la logique que tu racontes, c'est qu'il y a une logique de contrôle entre l'État et les opérateurs. C'est la loi sur les opérations spatiales de 2008 qui donne un cadre. Et en fait, on revient sur cette logique de responsabilité internationale. Qui lance est responsable, la France est responsable donc de tout ce qui a été lancé et avec les autorisations de transfert. Et en fait, l'article 4 de la loi sur les opérations spatiales va soumettre, en fait, dès qu'il y a une activité avec une notion de risque potentiel pour la souveraineté de la France, et donc du coup sa responsabilité internationale, alors il y aura une logique d'autorisation administrative à donner. Et en fait, cette logique d'autorisation administrative va être conditionnée à plein d'éléments. Donc ça commence par le lancement, et en fait, on va pouvoir dériver plein d'obligations indirectes. On dit, un lancement, vous allez pouvoir avoir des obligations environnementales qui vont se greffer, c'est les modernisations qui peuvent devenir de plus en plus lourdes. On va avoir des obligations en termes de sécurité, donc c'est ce qu'on disait sur la logique assurantielle. Et on a aussi des logiques de relations internationales qui émergent. Donc l'export contrôle, je ne sais pas si ça sont des éléments hyper importants. Oui, je pense que ça parle à beaucoup de restrictions sur les usages. Et dans tous les cas, on a donc l'article 4, article 5 également qui est dans cette logique-là, et l'article 8 qui donne des moyens de contrôle et de substitution. Le CNES a toujours un pouvoir d'injonction sur ce qui se passe. Donc, comment est-ce que ça se passe en général, c'est qu'il y a c'est le décret de 2009 et modernisé en 2022 sur la réglementation technique qui est plus ou moins disponible. On a une réglementation technique qui va être d'une logique contractuelle. On va dire, c'est exactement ce que tu décrivais. On va dire, il y a des obligations qui sont hyper intéressantes. Par exemple, on va prendre... on va faire un satellite extrêmement environnemental et on va prendre la charte zéro débris de l'ESA. Très bien, vous la prenez et vous relevez ce défi. Et vous l'intégrez et vous dites, on va avoir cette logique-là d'assurance et ce niveau de responsabilité-là. On a cette logique de contractualisation, on a des normisations techniques, des normes techniques qui sont confidentielles et que l'État ne publie pas sur, par exemple, de l'utilisation de données. On ne va pas dire, on ne veut pas que vous donniez... alors, on a un commando spécial qui est sur cette région-là, vous évitez de donner des éléments là. Donc ça, on ne le sait pas. Donc il y a des normes techniques qui sont confidentielles et on n'a pas accès à tout ce droit-là. Ça se justifie parfaitement. Donc il y a vraiment il y a un corpus qui existe vraiment et au niveau international c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir par exemple retrouver des normes ISO qui sont des normes complètement privées dans une fonction publique et normative. Donc c'est ça le juriste que je suis adore, c'est hyper intéressant. Ça change la logique de régulation, c'est plus l'État qui devient le régulateur principal des activités spatiales, mais un groupe d'ingénieurs obscurs à l'IAC à Bakou qui vont faire une conférence là-dessus et qui vont faire un nouveau standard. Et c'est là où on se dit, mais le droit n'est plus le même. Du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a quand même eu une sorte d'accord, et tu parlais de standard, pour se dire,
ok, c'est quand même, l'idée c'est de ne tuer personne, de ne pas faire exploser une fusée au-dessus d'une ville, mais il y a quand même certaines normes, certains standards qui font que si quelqu'un veut lancer sa start-up, on a quelques documents à consulter pour se lancer et se dire, ok, là je vais avoir un produit qui rentre dans les clous et je ne vais pas me faire refuser mon vol ou mon envoi de satellite. Il y a quand même, enfin voilà, on ne part pas d'une page blanche à chaque fois. Il y a quand même des documents. Bon, c'est rien à voir du coup avec la certification aéronautique, mais il y a quand même quelques normes. Il y a quelques accords entre pays. Au moins, on pense à l'ISS par exemple pour que tout puisse se connecter ensemble, ou ce genre de choses. Il y a quand même des pays qui se mettent d'accord sur on va utiliser telle unité, on va utiliser tel type de. Oui, il y a vraiment des normes internationales là-dessus qui sont claires, mais on n'est pas sur du droit vraiment international, on est vraiment sur de l'infradroit. On peut prendre les ESSS. Ça, c'est les normes de l'ESA. On a des normes internationales qui sont elles communiquent entre elles. Donc, on peut dire l'ISO, ECSS, tu as parfaitement raison là-dessus. Et si on prend l'article 4 de la LOS, en gros, si je fais la synthèse, c'est il faut être gentil. Ça laisse une marge suffisamment large au CNES pour pouvoir intervenir et dire non ou oui. Et en fait, la logique, c'est quand on a commencé à le faire, les Russes ont voulu lancer depuis Kourou. Il fallait un cadre juridique pour dire on fait comment. Et il fallait monitorer la répartition des responsabilités. Donc on a mis plusieurs niveaux de standards, compétences techniques, morales, assurantielles là-dessus. On peut le trouver sur l'article 4 de la LOS. Bon, c'est pas très passionnant, mais c'est ça là-dedans. Très bien. Est-ce qu'on a des questions du chat ou pas trop pour le moment? Le chat est muet, non? Je crois qu'on les a tués quand on Oui, là, quand vous êtes parti là sur... on les a tués, désolé. Ouais. Dans la salle, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Non, on continue dans ce cas-là. J'aimerais bien revenir un petit peu sur les points un peu techniques de la solution. J'ai cru comprendre que vous pouviez aussi faire du conseil si un opérateur vous dit j'aimerais bien faire ce type de mission. Vous pouviez un petit peu les conseiller sur le type de capteur ou sur les outils qu'il va devoir utiliser dans sa solution pour faire ces mesures. Comment ça se passe? Vous avez embauché des personnes qui sont donc compétentes sur différents types de mesures. Qu'est-ce que les clients demandent plus particulièrement? Est-ce que c'est un satellite pour de la météo, des relevés de température? On pense un petit peu aussi au spatial, tous les apports qu'on peut avoir sur l'analyse de la planète, aussi dans le cadre du réchauffement climatique, ce genre de choses. Voilà un petit peu quel est votre rôle de conseil à ce niveau-là. Ouais, merci pour cette question. Pour remettre un peu de contexte, Anthony est en train de me parler d'un des services qu'on vend chez SpaceLocker. En fait, ce dont on s'est rendu compte, originellement, on a monté une boîte pour, surtout par pitié, ne surtout pas voir un client. Ça ne marche pas comme ça, en fait, une entreprise. Spoiler. Et donc, en fait, en pratique, quand on va voir des vrais gens dans la vraie vie sur un salon et qui viennent, ils disent j'ai un équipement, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Et d'autres qui disent j'ai un algorithme de traitement de données, ça me coûte beaucoup d'argent d'acheter de la donnée publique, commerciale. Je veux remonter la chaîne de la valeur pour la produire moi-même et puis être plus souverain. Vous avez des États qui disent alors j'ai une expérience à amener en orbite, mais mes chercheurs connaissent très bien leur expérience, mais aujourd'hui, j'ai pas la ressource de faire un appel d'offres pour eux. Comment est-ce qu'on peut les amener? Donc, voilà. Vous avez en fait des gens qui sont semi-techniques, qui savent un peu ce qu'ils font, mais pas complètement, et qui ont besoin d'un acteur qui va jouer un rôle d'intégrateur global. Et c'est le rôle, c'est l'exemple que je prends souvent, si vous êtes les Philippines et que vous voulez prendre des photos de votre frontière, vous n'avez pas d'avion spatial, vous faites Allô Airbus, oui, je ne sais pas combien, mais ok, voilà. Et Airbus prend un rôle qui s'appelle Prime dans l'industrie, Airbus Defence and Space, sait tout faire, va sous-traiter des morceaux, mais ils savent tout faire et donc ils sont capables de produire une solution globale. On a un peu, et c'est dans le New Space quelque chose qui est très nouveau, un rôle chez SpaceLocker, de plus en plus de Prime sur certains types de missions, avec des clients qui viennent avec un besoin de génération de données, mais à qui on ne va pas vendre un capteur, on va pas le fabriquer nous-mêmes, on va s'adresser à un sous-traitant, un partenaire, avec qui on a déjà des accords, avec qui on a des LOI. On connaît leur perf, on sait comment ça marche, on est pré-intégré techniquement, et on va construire par bloc une solution. Ça, aujourd'hui, on le fait commercialement déjà pour plusieurs clients. Alors, le chat réagit quand même après ce qu'on vient de dire. Donc, Monsieur Chauve-souris dit « On vous écoute, c'est tellement très intéressant. » Liam, c'est tellement intéressant qu'on n'écrit plus. Et puis, alors, Franck May, c'est l'heure du goûter. C'est pas facile de taper avec un cône glacé dans la main. Voilà, bon.
Ben, comme on va approcher bientôt de la fin des créneaux, j'aurai des questions pour finir peut-être de manière un peu plus légère cette interview sur comment est-ce que vous voyez, vous, votre rôle, peut-être plus en tant que personne, dans la démocratisation et la vulgarisation de l'espace à plus de personnes. Alors, je pense à un petit truc que j'ai vu en particulier, je crois que tu as codé un jeu qui parle de... Enfin, en tout cas, j'ai cru voir des informations sur un jeu qui montre comment... Enfin, tu vas en dire bien que moi, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est en lien avec les ressources disponibles dans l'espace. Si tu peux en dire quelques mots, voilà, parler un petit peu des différents moyens de vulgariser tout Oui, ça. alors du coup, c'est une super initiative du CNES. Ils en ont fait plein. En fait, c'est des game jams. Et ils demandent à leurs doctorants de venir, et là c'était au Quai des Savoirs, et on est intervenu, et c'est en partenariat avec une association dont j'ai malheureusement plus le nom, qui proposait, en fait, nous on arrivait, on pitchait notre sujet de thèse, et on avait 6 codeurs qui venaient nous aider, enfin on avait des designers, on avait 6 personnes, et on a pu construire un jeu tous ensemble sur nos sujets de thèse. Donc il y en avait un qui s'appelait 1, 2, 3 rover, donc c'est une course de rover où il fallait éviter les éruptions solaires. Donc le rover se déplaçait sur une planète, et on voyait le soleil qui commence à bouger, et du coup le sujet de thèse était d'anticiper les éruptions solaires et d'éteindre le rover pour éviter qu'il se fasse griller et qu'il gagne la course. Et nous, le jeu qu'on a inventé du coup sur mon sujet de thèse s'appelle Bureaucratère. Donc on a joué vraiment sur le truc très taciturne, où on est en 2030 et on a un administrateur d'une base lunaire, et on a une série de choix à administrer. Donc oui, non, acceptiez-vous de sauver pour la 7e fois un astronaute malgré le fait que vous soyez en déficit? Donc bah oui, non. C'est ça? Ouais. C'est dessus. Et en fait, ce que j'ai trouvé effroyable, c'est que les enfants, du coup, on devait le faire tester pour les enfants. Les enfants ont horreur des astronautes. Ils les ont tous tués. Donc du coup, c'était assez intéressant. Et pour rebondir, et je pense que ça te permettra aussi de voir la place qu'on peut avoir dans la démocratisation du spatial, c'est d'en parler. C'est que... c'est la grande question de l'exploration spatiale. Est-ce qu'on fait de l'exploration avec des rovers pour des personnes un peu passionnées comme toi et moi, ou est-ce qu'on est-ce qu'on envoie Thomas Pesquet qui est un héros, mais en soi c'est un laborantin dans un laboratoire un peu exceptionnel. Bon, j'ai beaucoup... Oui, ça, il pue la transpi, c'est l'horreur, ces trucs. Mais Thomas Pesquet, il fait rêver des gosses. Et c'est ça, à mon avis, c'est ça, ce rôle moteur que le spatial peut et doit avoir. C'est ce rôle de vecteur de la connaissance scientifique, de partage, de créer des carrières, de créer des motivations pour vraiment lancer ces éléments. Donc si on peut enfin, à titre personnel, si je peux contribuer à ça très modestement, j'en serais très content. Une question de Liam. Comment les USA, par exemple, pourraient s'approprier une parcelle de Mars? Alors, tu veux... Juridiquement, j'imagine? Je sais pas. Tu as 2 minutes pour répondre. 2 minutes, c'est ma tête dans 180 secondes. Non, en soi, ils le font déjà. On a les conditions générales de Starlink qui sont hyper intéressantes. Vous savez, quand vous utilisez Facebook, vous acceptez que ce soit un tribunal californien qui vous juge, ce qui est complètement illégal. Et Elon Musk a refait la même chose. Et ils disent, si vous utilisez Starlink sur Mars, bon, apparemment il y a des Starlink sur Mars, mais bon, on est dans une situation fictionnelle. Vous reconnaissez qu'il n'y a pas de droit applicable. Donc du coup, c'est une déclaration d'indépendance par rapport à l'ONU. Et qu'il n'y a pas de droit. Donc en soi, juridiquement, ils commencent déjà à le faire. Donc ça, on peut le faire déjà avec du droit international privé, donc par des contrats, ils commencent à le faire. Parce qu'au final, le droit, ça n'existe que par les personnes qui l'appliquent. Donc sur Mars, si on a une colonie américaine, déjà, matériellement, on pourrait le faire. Et ensuite, on peut le faire plutôt scénario réaliste. On va parler plutôt sur la Lune, où cette question se pose. La question, c'est quand on va sur la Lune, c'est où est-ce qu'on peut se poser et faire une base lunaire. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, c'est dans le pôle sud, parce qu'on a des grands cratères pour poser les fusées. On a des crêtes qui sont exposées en permanence, ce qui permet d'éviter la Lune solaire. Et en dessous de la crête, on a théoriquement des cratères où il y a potentiellement de l'eau. Donc si on a ces 3 conditions qui sont assez compliquées à réunir, alors on peut aller poser une base. Le problème, c'est que ce sera, comme d'habitude, premier arrivé, premier servi. Et qu'on parle de quelques hectares utiles aujourd'hui technologiquement. Avec le progrès technique, ces zones ont vocation à s'étendre. Donc matériellement, c'est d'arriver le premier, notamment avant les Chinois, parce que si on regarde le plan du programme Artemis et le plan de l'ILRS, c'est de trouver ces endroits qui sont technologiquement exploitables aujourd'hui pour se les approprier avant l'autre. Et si on prend les accords Artemis, section 11, principe de safety zone, où on va inverser cette logique et on va dire non plus la personne, je suis responsable des activités, mais les autres sont responsables de protéger mes activités sur le terrain que j'aurais déclaré.
Bon, tout le monde l'a pas accepté, mais ça veut dire en fait que on dit mon champ de cailloux, vous évitez de poser une fusée dessus. J'ai des ingénieurs qui sont en train de l'étudier. Bon, ça paraît cohérent. Bon, mon champ de cailloux qui fait la taille de la France, personne n'y va parce que je fais de la prospection minière. Bon, c'est quand même différent. Donc on a ces scénarios-là pour le faire. Ben, merci Liam pour cette question. Merci pour cette réponse aussi. Pour revenir, bah oui, c'est un point vraiment très spécifique. Ah bah super, petite question de la salle. J'arrive en courant. Tu as fini ta question le temps. Oui, bah du coup le temps qu'on... C'était pour revenir à la vulgarisation, donc tu as parlé de ton jeu pour les très jeunes. De ton point de vue, il me semble qu'il y a de plus en plus de projets étudiants pour développer des CubeSats. Est-ce que vous avez des moyens de favoriser... Enfin voilà, qu'est-ce que tu conseillerais? Peut-être que tu en avais fait toi-même à Centrale. Ouais, voilà, alors moi j'étais pas à Centrale, j'étais à Supélec. Ah Supélec, excuse-moi. Attention. Les centraliens dans la salle comprendront la blague. Le CubeSat, c'est une école magnifique. Moi aujourd'hui j'encadre dans le projet de CubeSat de Centrale Supélec. Le CNES a une initiative qui s'appelle Nanolab Academy. Les étudiants qui sont dans la salle, je vous engage, je vous incite à les contacter et à se rapprocher d'eux. Si vous êtes intéressés par les questions de nanosatellites, ils sont très intéressants, très ouverts. Et c'est aussi, encore en France, un endroit de liberté d'une certaine manière, parce que vous avez des initiatives individuelles, enfin, indépendantes comme Tolosat, qui sont vraiment un tas d'étudiants qui se sont mis tous ensemble et qui se sont dit venez on fait un satellite. Et c'est une certaine magie aujourd'hui, ça forme des gens très intelligents et compétents qu'on recrute ensuite. Donc si vous voulez bosser en spatial et faire des systèmes spatiaux, c'est pas un must, mais jetez un œil à ces projets-là. Message à tous les étudiants, voilà, il y a de la vulgarisation à tous les Le CANSAT aussi, et le C-Space, où ils font des fusées et des ballons-sondes. N'oublions pas les ballons-sondes, qui sont des très très bons lieux de formation, de vulgarisation technique et technologique, mais aussi programmatique pour les gens qui ne sont pas des ingénieurs. Faire un programme spatial, ça coûte beaucoup de pognon, il faut beaucoup de gens pour le gérer, des juristes, des gestionnaires, des managers. Il n'y a pas que des ingénieurs dans le secteur spatial, il y a aussi des techniciens, des ouvriers et des littéraires de manière générale. On va laisser dans la salle. C'est moi à nouveau. J'aimerais soulever le sujet philosophique pour le coup, parce que donc on a parlé de la problématique du premier arrivé, premier servi, très bien. Mais imaginons, bon déjà c'est peut-être pas très éthique, parce que finalement ça ne favorise que les États les plus riches. Et au final, imaginons, je sais pas, les États-Unis décident d'envoyer, enfin se loupent sur une expérience et font exploser la Lune. On va tous avoir un problème, donc, enfin, c'est un énorme si évidemment, mais enfin, comment on pourrait je vais contourner une réponse et je pense que Alexandre aura quelque chose de plus intéressant à dire après. On fait tous collectivement une grande expérience depuis la fin du 19e siècle qui s'appelle le réchauffement climatique. Et on apprend ensemble, tous humains sur la planète, à réguler les activités des pays riches qui ont un impact disproportionné sur la totalité de la population. Le succès des efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique est peut-être un proxy triste pour les efforts possibles autour des questions spatiales. Oui, exactement. Donc, si je comprends bien la question, c'est comment arriver à avoir une gouvernance juste de l'espace? Ouais. Alors là, sacrée question. En soi, moi, quand j'ai commencé ma thèse, j'étais assez idéaliste. Bon, avec le temps, on découvre un peu on prend quelques claques. Et dans mon idéalisme, donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'études? Ah non, mieux vaut. Ah non, on tombe dans la désillusion complète. Vraiment, ne faites pas d'études, arrêtez tout. Hein. Ou faites des CubeSats. Enfin, vraiment, ça c'est. C'est marrant. Ouais. Pas plus, mais... Mais moi, ce qui me faisait beaucoup rêver au début, mais le traité est complètement mort, c'était le traité de 79 sur la Lune, dans son article 11, qui disait une gestion commune. Ouais, c'est ça. Mais en fait, la France l'a un peu signé. Il y a 21 étapes, bon, l'Arabie Saoudite qui s'y est retirée en 2019, mais, et la France qui ne l'a pas ratifié. Bon, en gros, ils sont en intermédiaire. Mais là-dedans, on assumait la notion de commun, de bien commun, patrimoine commun de l'humanité. Et ça, cette notion était notamment parce que c'est les États-Unis qui l'ont proposé sous Carter et que Reagan l'a tué.
Donc du coup, on a un changement, pas de regarder Carter, c'est deux mondes. Cette notion, tu parlais du changement climatique, c'est hyper intéressant, c'est que les grandes conférences multilatérales aujourd'hui, type COP, c'est un nouveau modèle, mais genre droit de la mer qu'on avait, etc., où on réunit 193 États autour de la table, on les enferme, et on espère qu'au bout d'un an de négociation, ils sortent un texte. Bon, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Et en fait, là où on a des succès, par exemple, sur le protocole de Kyoto, c'est sur des nouveaux modèles de gouvernance, et un peu basés sur Elinor Ostrom et la tragédie des communs. En fait, la logique, c'est l'exemple qui est pris, c'est les pâturages en alpage avec plusieurs villages qui doivent se coordonner sur l'exploitation avec les moutons. Si vous prenez un berger qui mange tous les moutons, pardon. Moi, je fais du droit, hein, je ne fais pas de la SVT. Si on a les moutons d'un berger qui mange tout, qui bousille la montagne, en fait, c'est un commun, et les externalités négatives auront un impact sur tout le monde. Et on se rend compte qu'il y a des nouveaux modèles qui émergent. On appelle ça des modèles polylatéraux. Donc il y a les travaux de Ethan Tepper, qui est un chercheur aux États-Unis, qui est rattaché à l'université de Laval. Si vous voulez, je peux passer l'article. Bon, il est 70 pages en anglais, c'est vraiment génial. Mais on va lire maintenant en live pendant 2 heures. Enfin, de la lecture et de la poésie en direct. Mais en fait, on se rend compte que si on minimise et qu'on redescend à des niveaux d'opérateurs, on a une responsabilisation spontanée des acteurs. Et je pense que faire confiance aux gens et leur laisser des libertés avec des incitations économiques, ça fonctionne. Et on l'a vu sur la COP21, où c'est un mécanisme qui se met en place, mais qui était très compliqué à mettre en place et qui a beaucoup d'intérêt. On voit que sur l'UIT, c'est exactement, tu le disais très bien, c'est le seul truc qui fonctionne aujourd'hui. Il y a des trucs qui fonctionnent un peu à l'ONU, mais l'exemple de truc qui fonctionne, c'est l'Union internationale des télécommunications. Si on parle tous dans le talkie-walkie et qu'on se met tous à parler, personne n'entendra rien. Et il faut arriver à préserver ce commun-là et cette préservation. Après, il y a l'autre aspect, c'est qu'on parle de présent. Comment est-ce qu'on préserve l'espace pour le futur? Et donc, du coup, on arrive avec cette logique d'équité nord-sud. Alors là, j'ai pas encore la solution. Je pense que c'est très bien de finir là-dessus, cette petite question plus philosophique. Pas d'autres questions? Non, le chat a bu nos paroles. Peut-être. Merci à vous deux pour cette table ronde sur le spatial. Beaucoup. Merci Gilles. Et merci à tous pour vos questions. C'était notre dernière table ronde.